Allez, alors ça commence l'enregistrement. Nancy, hein, ne dis pas n'importe quoi. Alors écoute Thierry, moi je t'ai connu comme étudiant, voilà, et j'ai remarqué que tu faisais partie de ces gens à la frontière qui n'étaient pas vraiment des grands supporters de la rivalité, la compétition, le sport viril, bien que tu aies fait des choses très intéressantes, d'entraîner l'équipe au volleyball à un très haut niveau, l'équipe féminine, je dois dire. Et je crois J'ai que pas fait tu... exprès, j'étais marié. Oui, c'est ça. Tu étais mariée avec une très, très, très belle femme qui était championne. En tout cas, elle est partie aux Jeux Olympiques. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, alors, donc tu n'étais pas mauvais dans cet espace de compétition pour lequel ton éthique ne te portait pas au premier degré. Et tu as toujours été porté sur plus d'humanité, vers sensible à ce que la société comporte de injustice, d'inégalité, de profondes sottises aussi. Et donc, c'est pas étonnant que tu te sois retrouvé à travailler dans ce domaine-là de l'éthique. Tu es aussi directeur d'une publication dans la revue, comment ça s'appelle? J'étais connaissance et savoir. Voilà, connaissance et savoir. Bon, et là, donc, tu as publié ce livre pour proposer peut-être pas un après-Covid, mais déjà comment vivre autrement, déjà avant le Covid. Et ton livre, c'est Covid-19, Covid, et tu vas nous proposer, je crois, un certain regard pour possiblement engranger plus d'humanité entre nous. Alors, il y a des choses que j'ai pas dites, et bien je te laisse la parole pour compléter et faire la conférence. Merci Thierry. Merci Nancy pour cette présentation. Bon, moi je suis content et je suis heureux à plusieurs titres ce soir. Déjà, c'est la première fois que je vais partager en fait collectivement et oralement ce que j'ai écrit. Donc, c'est ce petit essai Covid-19, Co pour comment, Vie pour vivre, dès décemment, 19 propositions pour l'avenir, qui m'a porté ou que j'ai écrit l'année dernière, mais sur lequel je reviendrai, hein. Donc ça, c'est une première chose qui me plaît ce soir. La deuxième, c'est d'être en lien, même si c'est pas en chair et en os. C'est de voir des gens, de vous voir et de voir aussi des gens que j'ai pas vus depuis un petit moment. Et si, en fait, j'introduis ça comme ça, c'est que, heu, la recréation de liens, la création de liens ou la remobilisation des liens naturels, c'est vraiment le fil d'Ariane, le fil directeur de mon écriture, de mon essai, hein. Recréer les liens qui existent entre nous et la nature, les liens internes et puis les liens, bien sûr, les liens sociaux, les liens qui existent entre nous, parce que on sait maintenant depuis au moins un siècle, hein, que le manque de lien, je vais être fou, le manque d'amour, je cite ce mot dans un milieu académique, et le manque de contact physique a des effets déplorables sur notre développement et sur notre bien-être. Et ça a été montré notamment en découvrant certains orphelinats dans tous les types de pays, aussi bien pauvres que riches, où le taux de mortalité, des fois, dans la première moitié du XXe siècle, euh, atteignait les 100%. Pourtant, les enfants étaient bien nourris, ils étaient logés, abrités, ils étaient hydratés. Donc, ils avaient, on va dire, les besoins physiologiques de base et nécessaires, fondamentaux, hein, selon Maslow, pour survivre. Or, quelles étaient les conséquences immédiates et visibles? C'est qu'ils grandissaient peu par rapport à la norme et qu'autour de 15-20 ans, ils mouraient. Donc finalement, peut-être que l'amour, c'est aussi un besoin physiologique fondamental. Et après, ça a développé, bien sûr, ça a entraîné des recherches sur l'attachement, hein, la théorie de l'attachement de Bowlby. Je peux aussi citer Backwin qui a travaillé sur ça et sur les effets justement importants du lien, de l'amour, des contacts physiques,
dans tous les types de développement, aussi bien physique, physiologique, que neurologique, on le sait aujourd'hui, par les travaux notamment de Varela Silva, entre autres, hein, qui travaille en Angleterre, que sur le plan, bien sûr, affectif et émotionnel. Alors, vu qu'on n'aime pas trop parler d'amour en psychologie sociale, on a utilisé le mot de sociabilité. Et il y a eu beaucoup de travaux sur la sociabilité, qui est vraiment présenté comme un besoin fondamental de l'être humain, c'est-à-dire un besoin d'être, d'appartenir à un groupe ou à plusieurs groupes, mais aussi d'être reconnu par ce groupe comme quelqu'un de singulier, d'être accepté par ce groupe, bref, de vivre en société. Une dernière publication, enfin que j'ai relevée hein, sur ce sujet, hein, c'est Argyle en 2013 aux éditions Routledge, qui a écrit l'intitulé de son livre, c'est La coopération, les bases de la sociabilité. On peut retourner, sans parler de science, mais en philosophie, jusqu'à Aristote, qui disait que l'être humain ou l'homme est un animal social. Donc vraiment, ce premier principe, il guide la reconnexion, la recréation de liens, la reliance, pour citer un auteur qu'on aime bien, Edgar Morin, il guide vraiment les propositions que je fais dans ce livre. Alors, vous allez voir que mon introduction, elle est assez longue, parce que il me semble que l'état d'esprit en fait de ce livre, les émotions et l'intention dans lesquelles je l'ai écrit sont aussi importants que le contenu. Donc c'est pour ça que je prends mon temps. Alors, je suis ravi, je suis enthousiaste de présenter tout ça et c'est exactement le même sentiment que j'ai eu quand j'ai commencé à l'écrire. Je l'ai écrit il y a 1 an, au début du premier confinement et paradoxalement, cette arrivée du virus, du Covid ou de la Covid, enfin je ne sais plus quel sexe il a hein, exactement, mais cette arrivée du virus, elle m'a bizarrement enthousiasmé et je me suis dit: «Oh là là, là, c'est peut-être une occasion pour nous de nous réorganiser. C'est l'occasion ou jamais peut-être de nous repenser, hein. Nous repenser intérieurement, repenser nos relations aux autres, à la nature, nos modes de vie, nos sociétés finalement, hein, notre monde» et même si, heu, je voyais bien que ça présente toujours des souffrances et je le mets dans le livre d'ailleurs. Même si je meurs, je ne peux pas m'empêcher de croire que ce virus souligne les limites de nos modes de vie actuels, souligne l'aliénation que l'on ressent, les aliénations que l'on ressent et que l'on fait peser sur notre environnement, aussi bien notre environnement social que notre environnement écologique. Donc finalement, j'avais l'impression que ce virus, il allait nous soigner. Soigner finalement un monde malade dans sa globalité. Alors bon, enfin, c'est en fait un vaccin traditionnel, hein, ce que je suis en train de dire, hein. C'est que le virus nous protégerait, nous réorganiserait, nous ferait progresser parce que quelque part, une maladie, c'est toujours la meilleure adaptation qu'un système trouve, que ce soit un système organique ou social, pour résister ou pour, selon les circonstances, hein, ou pour peut-être, progresser, hein. Donc en fait, c'est plein d'espoir que que j'ai commencé à écrire, un soir ici à Oran, justement à la montagne, cet essai, ce petit essai et je débordais en fait. J'étais tellement enthousiaste que les phrases sortaient. Je disais à ma compagne: «Bon j'arrive, hein, je viens de dormir» et puis en fait, j'arrivais pas et la première nuit en fait, la trame du livre était déjà composée, enfin les 19 propositions, les 19 parties plus ou moins était déjà sur papier, hein, encadré par une conclusion et une introduction, peut-être dont je vais lire quelques lignes de l'introduction pour, encore souligner dans quel état, peut-être un petit peu euphorique, hein, j'étais. J'écris ce manuscrit en toute liberté, à la fois aspiré par un espoir sans limite et des doutes infinis sur l'avenir, par une joie contagieuse et une peur latente, par une sérénité ressourçante et une anxiété frémissante, mais bel et bien avec une énergie débordante et une croyance rousseauiste en l'humanité.
Alors là apparaît la deuxième hypothèse ou le deuxième support vraiment de mon écrit, qui est la croyance rousseauiste en l'humanité, c'est-à-dire de penser que l'être humain est bon ou au moins neutre. Et je crois que cette pensée ou cette croyance, elle est de plus en plus soutenue par des preuves scientifiques, quelles que soient les disciplines. Hein. On peut parler peut-être un tout petit peu, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, hein, mais des neurosciences et de tout le travail qui se fait sur l'empathie comme une disposition naturelle, en tout cas, c'est comme ça que l'envisage notamment Martin Hoffman, un psychologue, lui, américain, qui a travaillé donc sur le développement de l'empathie et de la justice chez l'être humain. On le trouve aussi chez les psychologues, donc, notamment dans des analyses assez complètes, des méta-analyses théoriques. Je peux penser par exemple au psychologue Jacques Lecomte, qui a écrit un bouquin qu'il a finalement intitulé La bonté humaine, deux points, peut-être générosité, altruisme et empathie. Je ne suis pas sûr d'avoir le tiercé, hein, en 2012. En fait, il a rassemblé des recherches dans plusieurs disciplines, aussi bien neurosciences, anthropologie, psychologie, économie. Et la question qu'il animait, c'est est-ce que l'être humain est plus majoritairement égoïste et agressif, ou au contraire, plutôt majoritairement coopératif et bienveillant. Bon, et il a épluché plus de 700 recherches, hein, en tout, hein, qu'il met en bibliographie. Et ben, le résultat finalement de cette méta-analyse théorique est compris dans le titre, hein, La bonté humaine. Donc c'est vraiment aussi quelqu'un qui m'inspire. Je peux aussi faire référence à un psychosociologue américain aussi, il s'appelle Batson, qui écrit en 2011 un bouquin sur ses recherches expérimentales, l'altruisme chez les humains. Bon, c'est pas un bouquin traduit, il paraît lui en 2011. Donc tout ça, et plus aussi, on peut même aller plus loin, hein. Je crois que les paléoanthropologues regorgent de plus en plus de preuves comme quoi même l'être préhistorique qu'on pensait violent, dominant, etc., a fait preuve de beaucoup de compassion, notamment pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes déficientes. Ça a été aussi révélé assez récemment. Donc vraiment, c'est ce qui soutient finalement aussi, c'est le deuxième élément qui soutient mon écrit. Donc le premier, la création de liens, j'y reviendrai un petit peu. Et ce deuxième élément, cette croyance en la bonté de l'humanité. Je ne suis pas en train de dire, bien sûr, que l'être humain ne peut pas être destructeur, ne peut pas avoir des pulsions de mort. La psychanalyse nous renseigne en partie là-dessus, mais pas majoritairement. Or, on a construit une société pour justement brider toutes ces pulsions. Une société finalement qui semble un peu contrarier nos dispositions naturelles. J'aime bien cette phrase d'un collègue irlandais qui est en sciences politiques, hein, qui dit finalement, nous ne sommes pas contre le système, c'est le système qui est contre nous. C'est-à-dire finalement qui contrarie certaines de nos dispositions naturelles. Je parlais de l'empathie. Voilà, malheureusement, hein, dans notre culture, dans le système éducatif, avec les gens, c'est pas une disposition qui est très mobilisée d'entrée. Alors on peut y revenir après, hein. D'ailleurs, c'est peut-être un peu ce qu'on fait, hein, certains d'entre nous, en tout cas, c'est ce que je fais, hein. Des fois, je me dis, je vais peut-être écrire un autre bouquin ou que je pourrais intituler «Ma vie à l'envers» ou comment j'ai, passé ma vie d'adulte à redevenir qui je suis. Donc, j'ai l'impression que voilà, je fais un pendule comme ça et retourner finalement aux sources. Donc, c'est le deuxième, on va dire, la deuxième hypothèse forte sur laquelle se base le livre. Alors, comme je l'ai dit au tout début, bien sûr, j'utilise pas de PowerPoint. C'est un choix délibéré, en fait, parce qu'il rentre dans l'état d'esprit de ce livre. J'avais pas envie, en fait,
de contraindre et de réduire nos pensées, nos imaginaires à des expressions très courtes et graphiques. Parce que là, direct, on formate notre cerveau, notre esprit. Et en fait, l'idée de ce livre, c'est vraiment de créer des choses qu'on ne peut peut-être pas encore imaginer, pour paraphraser Kierkegaard, hein. C'est-à-dire de créer des éléments, des modes de vie que l'on ne peut pas encore penser. C'est assez paradoxal, bien sûr, mais peut-être que c'est aussi l'heure, en tout cas, là, il y a des opportunités, hein, de réorganisation. Et d'ailleurs, même sans le vouloir, le Covid nous réorganise, a déjà des effets positifs, pas seulement et peut-être minoritairement, mais d'un point de vue écologique, d'un point de vue de nos interactions locales, elles sont bien sûr aujourd'hui amplifiées. Alors pourquoi présenter ça au Kosoko, hein? Pourquoi présenter cette pensée au Kosoko qui est assez large, qui est bien sûr globale? Parce que ce livre, bon, je vais pas trop, il y a 19 parties, je vais pas trop les énumérer. En fait, je vais surtout, encore une fois, parler des principes et des mécanismes qui les sous-tendent. Mais dans ces parties, j'envisage tous les domaines sociaux que l'on connaît, hein, que ce soit nos loisirs, nos tâches sociales, professionnelles, nos échanges, les modes d'alimentation, de production de l'alimentation, la justice, la police, avec les deux orthographes, hein, aussi bien la politique que la force physique, hein, légitime. Mais là, je vais surtout rester sur. Alors pourquoi au Kosoko? Parce que, bien sûr, comme je l'ai dit au tout début, hein, il me semble que ce virus peut nous soigner socialement, psychologiquement, écologiquement. Et si on prend le mot soin au sens très large du terme, comme l'avait défini notamment Joan Tronto, hein, en 2009, enfin dans un livre traduit en 2009 en français. Joan Tronto, hein, c'est une amie, hein, une pote de Carol Gilligan, hein, qui a développé l'éthique du care, l'éthique de la sollicitude, de la compassion, hein, et qui a décliné ou élargi cette vision du soin, de la compassion, du care sur le plan politique, qui a élargi cette éthique du care qui était juste psychologique et et relationnelle sur le plan politique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a de plus en plus de recherches qui traitent de l'environnement et qui se réfèrent aussi à l'éthique du care. Donc, je lis sa définition du care. Le care est une caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous essayons de lier ensemble dans le réseau complexe qui soutient la vie. Donc là, il me semble vraiment qu'il y a une porte dans laquelle on peut s'engager pour nous réinventer justement. Pour finir cette présentation, enfin cette introduction en fait, après je rentrerai vraiment dans le vif du sujet, hein, plus particulièrement. Mais je vous donne tous les éléments que j'ai ressentis spontanément, en fait, à l'arrivée de cette pandémie. Heu, j'ai eu une autre réflexion par rapport à ce virus, c'est qu'il m'a étonné par rapport, à l'aspect symbolique de ces symptômes. Je vais en donner juste 2 qui m'ont le plus touché, en fait, qui m'ont le plus, influencé. Le premier symptôme, c'est qu'il nous fait perdre notre odorat. Heu, peut-être pas chez tous, mais en tout cas, c'est ce que j'entendais. Je ne suis pas documenté scientifiquement et j'écoute très peu la télé, donc c'est juste par des comme ça, des bruits de couloir que je me documente dans ce domaine-là. Oui, il nous enlève notre odorat. Alors ça, c'est assez intéressant parce que l'odorat, pour un animal comme nous sommes, c'est ce qui nous permet de nous orienter, de sentir les choses, c'est-à-dire de faire des choix qui sont appropriés pour nous, justes pour nous dans la situation. D'ailleurs, on a bien des expressions qui disent ben, ça, je le sens bien, ou cette personne, je la sens bien, et d'autres, je ne le sens pas. Donc tout ça, ça nous aiguille. Et là, d'un coup, on perd l'aiguillage. Donc en fait, on rebat complètement les cartes quelque part.
Ce sens particulier de l'odorat, hein, il est aujourd'hui, hein, travaillé par des psychanalystes, notamment du laboratoire, comme par Thierry Bisson, hein, qui travaille justement sur, la perte de l'odorat pour les malades du Covid, mais aussi sur l'odorat dans la thérapie, psychanalytique. Donc c'est assez intéressant. Et le deuxième symptôme ou le deuxième fait, le deuxième constat de ce virus, c'est qu'il s'attaquait d'abord aux vieilles personnes et je pourrais dire finalement «au vieux monde» entre guillemets. Comme s'il voulait faire page neuve sans que les anciens puissent transmettre, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont connu ou les codes dans lesquels ils ont été conditionnés. Ouh là là, là je surinterprète. Scientifiquement, peut-être que j'ai pas le droit, mais je vous avoue que à l'heure qu'il est, et dans ces conditions-là, après je peux prendre ma casquette de scientifique dans une recherche très traditionnelle, mais dans ces conditions-là, je m'en fous et ce soir, j'y ferai pas attention. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que je me sens un petit peu en danger, et donc j'ai plus envie d'être prudent. La prudence du scientifique, j'ai plus envie de l'avoir, parce qu'il y a d'autres enjeux. La deuxième raison, c'est que en ce moment, au plus je lis l'histoire des sciences, au plus je pense que la neutralité axiologique des sciences est une mascarade. Depuis le début, c'est-à-dire depuis, l'anthropologie, depuis les linguistes, depuis les biologistes, qui ont, par exemple, même à notre insu, hein, d'ailleurs, hein, permis le colonialisme, hein, entre autres, hein, même encore une fois à notre insu. Euh, je parle même pas d'ailleurs des recherches actuelles concernant l'industrie agroalimentaire, les industries pharmaceutiques. Là, bon, là, les liens sont extraordinaires et ne sont pas indépendants du tout. Et je vais aller plus loin. Même notre objet de recherche, notre thématique de recherche est idéologique et connotée moralement. Elle donne à voir un rapport au monde particulier. Sur quoi travaille-t-on? C'est déjà une position idéologique. Comment on le travaille? C'en est encore une, peut-être qui la renforce. Et par quels moyens on travaille? D'où vient l'argent qui paye notre recherche? Et là encore, je ne peux pas penser que la recherche est neutre. Et j'ai l'impression qu'elle ne l'a pas été souvent, même si, encore une fois, c'est à notre insu et c'est peut-être de manière inconsciente. Nous, le but, c'est effectivement de produire des connaissances, mais de produire des connaissances, pourquoi? Et nombre de scientifiques ont regretté d'avoir publié certaines connaissances, hein. On peut penser à Einstein sur l'énergie atomique. Quand on voit ce qu'on a fait l'être humain, on a vu aussi des gens comme Bourdieu, hein, qui ne voulaient pas du tout s'engager parce qu'ils résistent. Non, non, je suis neutre, je suis neutre, je suis neutre. Mais bon, au bout d'un moment, la neutralité, encore une fois, explose par rapport à ces résultats même de ces recherches. Donc voilà, effectivement, je me libère en fait de tout dans ce livre. Je me permets même des blagues. Je mets aucune référence scientifique et je l'annonce directement pour pas l'alourdir, parce que je voulais être complètement libre de l'écrire le plus fluidement possible. Et puis, je voulais que les lecteurs et les lectrices soient libres aussi de ne pas lire des parenthèses énormes où il y a des références scientifiques. C'est pour ça que du coup, j'en profite à l'oral pour échanger avec vous sur ces éléments-là. Alors justement, je rentre maintenant vraiment dans le vif du sujet sur d'autres mécanismes, hein, qui ont conduit mon écriture. Je tiens à souligner que ce livre n'est pas du tout normatif, contrairement à ce que pourrait le laisser penser le titre, hein. Comment vivre décemment? Je vous donne une liste et c'est une méthode et c'est ma méthode et elle est magnifique. En fait, non, je donne quasiment aucune forme de vie a priori, mais par contre, je souligne juste les mécanismes qui soutiennent les formes de vie
les plus épanouies et les plus épanouissantes. Voilà. Et un des mécanismes sur auquel je consacre un paragraphe, je l'aime bien. Il vient des sciences physiques, comme souvent d'ailleurs en psycho, on utilise des termes de physique, hein, comme résilience, comme burn-out. Et ce mécanisme-là, c'est le mécanisme d'intrication, d'enchevêtrement. Qu'est-ce qui signifie? Il signifie que quand deux éléments sont liés à l'origine et qu'on les sépare, ils sont encore dépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que si on modifie l'état d'un de ces deux éléments, le deuxième est modifié. Le deuxième est aussi touché, même à des centaines de kilomètres pour des photons ou des petites particules, euh, selon certaines recherches assez récentes, comme Hansen et ses collègues, qui en 2015 font un article sur ça justement dans Nature, qui est un des deux plus grands, on va dire, journaux scientifiques actuellement. Donc cette idée d'intrication, elle me plaît parce qu'elle est vraie physiquement, elle peut l'être vraie socialement, c'est-à-dire que quand on affecte mon état ou l'état de quelqu'un m'affecte, elle est vraie par l'empathie et elle est vraie aussi si on pense que l'hypothèse du Big Bang est juste. Si effectivement on vient d'une source chimique, physique, énergétique commune, alors peut-être nous sommes encore des éléments intriqués. C'est ce qui a fait dire, notamment à Hubert Reeves, un astrophysicien, hein, l'astrophysicien, que nous sommes des poussières d'étoiles. Et ça, c'est passionnant parce que on serait donc profondément liés, ce qui sous-tendrait des structures sociales basées justement sur la coopération, sur l'alimentation de ces liens naturels et pas sur leur séparation. Parce que là, du coup, on les contrarie, on met des contraintes et forcément, on peut tomber malade si on nous sépare de plus en plus les uns des autres. Et on voit au jour d'aujourd'hui comment le monde et comment la société nous a atomisés, aussi bien sur le plan physique que sur le plan social, puisqu'on est en concurrence les uns avec les autres, hein, d'une manière générale. Et sur le plan physique, ben, on vit tous dans des cages qu'on appelle des appartements quasiment, ou dans des maisons, qu'on ferme à clé et qu'on se sépare bien des autres et surtout des étrangers avec des frontières, etc., etc. Bref, notre monde s'est construit vraiment sur un paradigme de la séparation et pas du tout pas encore en tout cas, où ça commence à naître, sur un paradigme de l'union, au moins dans notre culture. Et quand je parle d'un paradigme de l'union, ça me fait dériver vers un deuxième processus que j'affectionne aussi, c'est le processus d'intégration. La définition que je préfère de l'intégration, c'est celle de rendre complet, justement, avec tous les éléments dans leur diversité. C'est aussi renouveler. Et là, c'est encore intéressant, justement, avec l'arrivée de ce virus qui nous force, d'après moi, à nous renouveler, à nous repenser. Si je vais encore de plus en plus loin, bon, je fais un grand écart, hein, mais si je vais jusqu'aux mathématiques, une fonction qui est intégrée, c'est une fonction qui a plus de propriétés, plus de ressources en fait que ces fonctions dérivées, que ces produits dérivés. Donc là, ça me semble intéressant aussi sur le plan social. Si on arrive à mettre nos forces, nos ressources ensemble et avec les ressources aussi du vivant en général, peut-être que nous pourrions vivre dans des lieux beaucoup plus épanouis. Et c'est ce que je vais essayer de décliner maintenant dans différents domaines, c'est-à-dire de redonner des ressources, hein, aux vivants au lieu de les épuiser. Parce que c'est bien le problème de nos modes de vie, c'est qu'ils épuisent et très rapidement. Là, je fais référence notamment au sociologue Hartmut Rosa, hein, qui a travaillé sur la théorie de l'accélération. Très rapidement, notre système a épuisé les ressources écologiques, mais peut-être aussi nos ressources psychologiques, nos ressources sociales, de résilience collective, etc., etc. Alors, redonner peut-être d'abord
des ressources sur le plan physique, c'est certainement respecter les cycles du vivant, dans lequel, bien sûr, hein, l'être humain est, même s'il a construit, nous avons construit une autre catégorie pour s'en distinguer, c'est le mot nature, hein. C'est bien aussi développé par l'anthropologue Descola, le fait que la catégorie nature, hein, est une catégorie culturelle. C'est bien parce qu'on s'en est séparés, qu'on a dû créer un mot pour désigner tout ce qui est plutôt vivant ou minéral, sauf nous. Donc voilà, l'idée, physiquement, c'est de respecter les cycles du vivant. Et là, pour que ce soit durable, hein, pour que notre vie soit durable et heureuse, si possible, je me suis beaucoup appuyé sur le biomimétisme, notamment de Janine Bénus. Et je vais peut-être lire, c'est-à-dire utiliser les lois de la nature pour comprendre, pour essayer de les transférer dans notre mode de vie social. Alors, la nature est souvent prise comme modèle pour créer des nouvelles technologies, comme travailler par exemple sur les avions. On va étudier, bien sûr, je sais pas, les oiseaux, bien sûr. Voilà, donc ça peut être une façon de faire du biomimétisme, mais pourquoi pas aussi en faire pour comprendre à quoi pourrait ressembler une société durable. Et là, je vous lis quelques principes des éléments naturels et des espèces, des écosystèmes durables, hein. Juste quelques petites lois, bon, que je ne vais pas développer, mais juste quelques phrases par-ci, par-là. Dans les écosystèmes qui perdurent, tout d'abord, les éléments utilisent les déchets comme ressources. Là, ça fait référence, bien sûr, au recyclage et à la loi physique où rien ne se perd, hein, tout se transforme et tout existe, bien sûr, lorsque c'est créé. Dans les écosystèmes qui perdurent, les éléments ne souillent pas leur nid. Alors à chaque fois, je vous propose de mettre en perspective ce qui se passe chez l'animal être humain. Donc je le relis celui-là, dans les écosystèmes qui perdurent, les éléments ne souillent pas leur nid. Dans les écosystèmes qui perdurent, les éléments se diversifient et coopèrent. Dans les écosystèmes qui perdurent, les éléments maintiennent un équilibre avec la biosphère et se fournissent localement. C'est bien ce que nous intime à faire finalement en plus ce virus, hein. D'ailleurs là vraiment il nous confine bien, hein. Et enfin, dans les systèmes qui perdurent, mais c'est bien sûr pas du tout exhaustif, hein, l'état naturel du vivant est majoritairement calme. Et là encore, je mets en perspective nos vies surchargées jusqu'à nos loisirs. Et j'en arrive au deuxième domaine où on peut redonner des ressources aux vivants après ce domaine physique, c'est le domaine psychologique. Le calme, la sécurité psychologique, affective, le bien-être. Et puis bien sûr, heu, cette pandémie nous pousse à faire de plus en plus les choses en conscience. Alors, la conscience, c'est vraiment pas du coup quelque chose que je maîtrise. Je pourrais peut-être même pas donner une définition. Mais par contre, un mécanisme sur lequel je travaille plus et qui est lié, c'est le mécanisme de responsabilité, c'est-à-dire de faire les choses en responsabilité. À savoir, faire les choses en étant capable de répondre de soi, donc ça sous-entend une connaissance de soi, de ses forces, de ses qualités, de ses limites, mais aussi répondre des autres, donc ça souligne la solidarité. Là, je fais référence à Lévinas, par exemple, bien sûr, la responsabilité d'autrui. Ça nous intime aussi à répondre devant, hein, les autres par rapport à nos actions, et d'avoir conscience des conséquences de ces actions, hein. Et on en est bien loin, en fait, hein, puisque imaginons toutes les activités, toutes les choses qu'on fait dans notre vie quotidienne en un jour, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Enfin, rien que l'achat de produits, hein. Alors, sinon, il faut être très concentré pour être en phase complète avec avec nos valeurs, hein. Voilà, donc voilà, sur le plan de la psychologique, hein, de faire les choses, plus finalement en responsabilité. Et puis, pour finir sur le plan psychologique et pour redonner, de l'émotion positive et donc encore une fois des ressources sur ce plan-là, on peut aller toquer dans les travaux sur la psychologie du bonheur. Ce sont là aussi des travaux qui datent
au moins de 30 ans, si je pense par exemple à un chercheur comme Csikszentmihalyi, qui a un nom magnifique avec des C, des Z, des H de partout, celui-là, il gagne au Scrabble, et qui a fait une recherche magnifique vraiment pour comprendre quand est-ce que dans notre quotidien, nous sommes heureux. Quels sont les moments où nous sommes les plus heureux? Ce qu'il appelle le flow, hein, bon, fluide, enfin, où nous sommes fluides. Nous, on a traduit ça en français par où nous vivons une expérience optimale. Et ces moments-là, ce sont souvent des moments simples et des moments où nous sommes en lien, que ce soit en lien avec la nature, avec la terre, par exemple, lors du jardinage, ou que ce soit en lien avec les autres. Ce ne sont pas du tout des moments où la technologie est élevée, où la technique est élevée, où les choses sont complexes, etc. Ce sont des moments finalement très simples et qui nous rappellent en fait l'essentiel. Donc, étant donné que je mets le point sur l'aspect social de notre bien-être, il faudrait bien sûr aussi retrouver des ressources sociales, des ressources collectives et notamment en reprenant politiquement certainement les rênes de nos vies. C'est-à-dire de passer à une, j'allais dire une vraie démocratie. En tout cas, une démocratie, comme le dirait Tronto, pluraliste, ouverte, à l'écoute et qui met en débat les idées localement. Et ça, ce serait vraiment intéressant et ça ça remodèlerait forcément les structures sociales dans leur ensemble. Alors, quand je parle, et je vais finir sur ça, hein, de recréation de liens, c'est- je peux penser bien sûr aussi à notre santé, hein, de recréer des liens médicalement. C'est-à-dire de remettre les liens naturels qui existent, qui ont été distendus par notre culture et qui existent naturellement hein, entre notre dimension physique, psychologique et environnementale. Enfin, que ce soit l'environnement humain ou l'environnement physique, naturel, chimique, etc. etc. Alors, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus nier que toutes ces dimensions de l'être humain sont pleinement en interaction. Or, on a tout découpé. La médecine ne s'arrête ou s'arrête pour l'instant quasiment qu'à un paradigme biologique et fait un peu fi des aspects finalement psychologiques, sociaux, voire historiques de la personne. C'est comme en fait, j'ai l'impression, hein, après on pourra en débattre, hein, c'est comme si, on se disait là maintenant que en fait toutes les maladies peuvent se guérir chez un psychologue ou une psychologue et en fait, les médecins, ils font que psychologie. Ou alors qu'on dise: «Mais non, pour guérir d'une maladie, il faut aller voir un anthropologue de la santé ou une anthropologue de la santé» et que qu'elle ou que lui. Bon, bien sûr, tout ça est très réduit et a besoin de recréer des liens, bien sûr, ensemble pour à la fois des guérisons certainement meilleures, pour une prise en compte plus globale, plus holistique, bien sûr, des personnes, mais aussi pour une prévention certainement meilleure des déséquilibres possibles. Alors, bien sûr, cette vision des choses, hein, la science en est responsable hein, aussi en grande partie, elle est culturelle. Descartes a tout découpé hein, à la base, mais il y a quelque chose quand même qu'il a dit à la fin de son bouquin, c'est que c'est très intéressant, et d'ailleurs scientifiquement c'est vrai aussi, c'est très intéressant de tout découper pour faire vraiment des progrès hein, sur les éléments séparés, sur leur fonctionnement, leurs propriétés, leurs transformations possibles, mais qu'ensuite il fallait tout rassembler, hein. Et ce petit détail, on l'a oublié. Malheureusement, on réduit souvent hein, les stars de la science à des phrases qui arrangent le système en place. Et souvent, ils n'ont pas que dit ça. Ils n'ont pas dit que ça. On peut pas penser à Darwin, hein, où finalement, ce qui est des fois retenu, hein, c'est le darwinisme social, c'est la compétition entre tous, etc.
il n'a jamais dit ça. Il a même d'ailleurs dit que la coopération, c'est ce qui permettait à une espèce de survivre. Bon, mais ça, on l'a un peu moins retenu. Alors bien sûr, quand je parle de recréer des liens médicalement, je fais aussi bien sûr référence à recréer des liens culturels entre les différentes manières de voir notre santé, de voir le fonctionnement humain et de voir donc les thérapies dans le monde. Et je crois que c'est vraiment cette rencontre d'une médecine intégrée ou intégrative, comme on l'appelle, qui serait magnifique. Enfin, moi, je serais super heureux de voir euh, toutes ces thérapies travailler ensemble. Voilà, alors, tous ces principes, ces mécanismes, ils entraînent bien sûr un remaniement complet en fait de nos structures. Et je vais finir juste par un exemple, celui de l'éducation, parce que ça arrive à la fin dans mon livre, la partie sur l'éducation, parce que c'est vraiment la pierre angulaire de toute société. Qu'est-ce qu'on transmet et donc qu'est-ce qu'on construit derrière? C'est finalement une des plus grandes armes reproductrices de la société telle qu'elle est, hein. Même à notre insu, encore une fois. Je pense que la majorité du personnel dans l'éducation nationale est persuadée, hein, créer des gens autonomes, critiques, citoyens, etc., alors qu'ils font certainement, en grande majorité, encore une fois, l'inverse. Alors les travaux hein, ont été nombreux, enfin travail vraiment fort, ça a été celui de Bourdieu, hein, initialement, à travers son livre des héritiers. Mais je peux citer un travail, enfin des travaux beaucoup plus récents d'un psychologue social qui s'appelle Fabrizio Butera, qui est directeur d'un laboratoire de psychologie sociale en Suisse hein, et qui travaille vraiment sur l'impact de l'évaluation dans l'éducation nationale sur les gens et sur les ah, parce que moi je suis dans le local et là il y a mon voisin qui arrive. Je suis en conférence. Ah, c'est la vie au camping, c'est comme ça, hein. J'ai pas fini, Jean-Marc. Donc, merci. J'ai à manger pour ce soir. Donc, Fabrizio Butera, il y a vraiment une recherche qui m'a marqué dans ce domaine-là. C'est que, bon, euh, de manière assez traditionnelle, il a montré que l'évaluation, dès qu'on avertissait les élèves qu'ils allaient être évalués, ça fait baisser leur niveau de résolution des problèmes. Bon, ça, c'est assez, on va dire, consensuel. Mais il a montré autre chose qui m'a vraiment bluffé et qui m'a vraiment étonné, c'est que, en plus de ça, lorsqu'on met des notes, les élèves se classent par rapport à ces notes de la même manière que se classent les positions sociales de leurs parents. Donc, ils ont très vite intériorisé déjà s'ils allaient avoir une place de domination, de ventre mou, on va dire, de classe moyenne ou de subordination. Alors ça, c'est assez étonnant parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé de résultats distincts entre les classes sociales, les élèves de classes sociales différentes, quand ils n'annoncent pas l'évaluation. Et d'un coup, quand ils annoncent l'évaluation, hop, tout le monde se classe socialement. C'est un résultat vraiment qui me semble être, on doit le prendre en compte. Enfin, les résultats qui n'arrangent pas le monde tel qu'il est, on ne les prend pas souvent en compte. C'est d'ailleurs le problème des sciences humaines et sociales, hein. Dès qu'il y a une découverte en technologie ou en informatique, pof, ça se transfère dans la société civile. Alors, par contre, les sciences humaines et sociales, ça se transfère quasiment jamais. D'ailleurs, c'est pour le Covid, là, c'est pour ça aussi sans doute que j'ai écrit ce livre, c'est que pour une fois, je me suis dit peut-être qu'on peut être utile socialement. Alors, il y a une autre recherche sur laquelle j'aimerais m'arrêter dans l'éducation, hein, une recherche qui a été publiée dans Science en 2006, donc le deuxième plus gros journal scientifique au monde, et qui a comparé deux groupes d'élèves
un qui allait dans une éducation Montessori et l'autre qui allait dans une éducation nationale normale, on va dire traditionnelle, toutes variables étant égales par ailleurs, notamment le niveau socio-culturel et économique des parents. Qu'est-ce qui ressort de cette recherche qui a eu lieu sur le temps long, hein, une recherche longitudinale? Il ressort deux éléments, deux résultats fondamentaux. C'est que les élèves qui suivent le cursus de Montessori ont de meilleurs résultats académiques, d'une part, et d'autre part, sont plus heureux. Bon, mais pourquoi on s'embête? En sciences de l'éducation, je peux faire référence au doctorat de Verdiani en 2012, qui a écrit un bouquin et qui a fait un tour du monde des écoles qui rendent heureux nos enfants. Là aussi, ce sont des éducations alternatives. Je peux aussi faire référence en sciences cognitives à Céline Alvarez, hein, qui en 2016 publie Les lois naturelles de l'enfant. Elle était professeure des écoles, cette Céline Alvarez, et elle avait mis en place aussi le système Montessori dans une école maternelle d'une zone d'éducation prioritaire. Elle avait eu des résultats excellents aussi dans les domaines académiques, mais dans les domaines aussi sociaux, affectifs, émotionnels extraordinaires. Et ils étaient tellement extraordinaires que ces résultats que l'éducation nationale lui a dit d'arrêter ses méthodes pédagogiques. Donc, elle a démissionné ou elle s'est fait virer. Ça, je ne sais pas exactement l'histoire. Euh, Si l'éducation est une des armes reproductrices du monde, elle est aussi l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et là, c'est une phrase de Nelson Mandela. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup à prendre dans les éducations alternatives qui stimulent les dispositions naturelles des enfants, qui les mobilisent, que ce soit l'empathie dont j'ai parlé, mais aussi la joie, la curiosité, bref, qui les épanouit, qui cherchent aussi leurs intérêts. Ces éducations alternatives, elles travaillent vraiment sur tout ce que je viens de dire finalement, sur la transdisciplinarité, sur théorie pratique, sur le lien entre le corps et la nature, sur l'intériorité, hein, sur les questions existentielles. Et ça me paraît fondamental pour une éducation à la liberté justement d'être soi et pas une éducation à l'injonction d'être quelqu'un d'autre par rapport à des attentes sociales, par rapport à des attentes familiales, et ainsi de suite. Donc vraiment, là, il me semble qu'il y a des choses à creuser qui sont fondamentales. Et je conclus mon livre, en fait, par une conférence que j'ai donnée en 2018 dans les assises de la transition écologique et citoyenne, une conférence où finalement je valorisais le fait de se construire avec plutôt que de se construire contre. C'est ce que j'ai essayé de démontrer lors de cette présentation, hein, de se construire les uns avec les autres, de se construire en phase avec soi-même. Je parlais de l'éducation là. En fait, on nous demande très rarement quels sont nos intérêts, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans notre vie. On nous oriente par rapport à nos notes, hein. Moi, je me suis aperçu que j'aimais pas les maths et la physique à 20 ans, mais par rapport aux notes que j'avais, on m'a mis là-dedans. Donc, on ne nous pousse pas à être avec nous-mêmes. Donc, je répète, hein, se construire avec les uns, avec les autres, avec soi-même et bien sûr en coopération avec la nature. Et pour conclure cette présentation, j'aimerais m'appuyer sur deux auteurs qui travaillent sur l'interculturalité, les relations interculturelles, et avec une petite citation. Finalement, il s'agirait de passer de la peur de l'autre, l'autre pouvant être autrui, soi-même ou la nature, hein, passer de la peur de l'autre à la part de l'autre et à l'apport de l'autre. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Merci Thierry. Merci. Et je serais ravi de partager des ressentis, des critiques, pour qu'on continue à progresser ensemble. Ouais, je voudrais juste ajouter que dans l'éducation, un autre problème qu'il y a, c'est l'essai de uniformiser
tous les enfants au même modèle et on retrouve ça aussi dans l'écologie. On fait des cultures intensives avec que du blé. On est en train d'uniformiser tout dans nos supermarchés. On a toujours les mêmes produits. On les retrouve dans le monde entier. Et je pense que c'est un problème majeur de notre société aussi, que tu n'as pas abordé et qui me semble un gros danger parce qu'on perd notre singularité, justement, notre personnalité. Oui, complètement. En fait, ça rejoint, parce que je l'aborde, hein, je parle par exemple, j'ai une partie sur le relativisme culturel. En Mmh, fait, ça rejoint effectivement les paradigmes uniques et dominants de notre culture, qui essaie effectivement d'uniformiser la terre entière sur ses modes de vie. mmh, Et effectivement, merci, ouais, tu fais bien de le souligner, et en perdant de la diversité, comme en perdant de la biodiversité, hein, eh bien, on s'affaiblit, hein. On ouais, affaiblit nos écosystèmes et on les rend pas durables. mmh. Oui, Florence, Ouais, salut Thierry. salut! Bonjour à tous. Bah écoute, bravo. Écoute, moi j'ai rencontré un peu par hasard Thierry dans la rue un de ces jours et hop, il était à côté de chez lui. Il m'a pas, j'ai demandé alors quelles sont tes nouvelles et il m'a dit voilà j'ai ça et du coup je l'ai, I got it. Et donc je l'ai lu et donc en fait c'est impressionnant parce que tu réussis à synthétiser. Donc quand même, en gros, quelque chose qui fait 50 pages, c'est-à-dire un essai où vraiment tout le monde devrait essayer de faire un peu des livres un peu justement plus resserrés, plus condensés, avec une pensée ramassée. Et tu réussis à synthétiser vraiment l'état des lieux, la problématique dans toute sa diversité et aussi esquisser un avenir désirable. Bon, après, quand je l'ai lu, je me dis, mais à qui s'adresse Thierry? Parce que c'est quasiment un programme voilà, utopique. Je sais qu'en plus, préalablement, tu avais travaillé sur l'utopie, sur la question d'un monde sans argent. Et vraiment, on voit. Euh, c'est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas lu, peut-être moi j'ai rejoint la conférence à 18h30. Je ne sais pas si elle avait démarré avant, mais c'est vrai que les 19 chapitres que tu donnes à voir et tout ce que tu traverses, voilà, c'est pour ceux qui ne l'ont pas lu aussi, ça, peut-être n'ont pas cette sensation, mais en tout cas, voilà, on peut à la fois traverser la question de la santé, justement des médecines alternatives, dont il y a eu plusieurs aussi exposées ici, mais aussi par exemple quelque chose qui est très rare chez les personnes. Tu caresses l'idée même d'un abolitionnisme pénal, d'un abolitionnisme carcéral, avec une critique de la prison, donc de l'enfermement. C'est très rare de trouver ça chez aussi des personnes. Vraiment, il y a des choses à la fois très radicales, mais qui sont dites sur un ton, voilà, avec une approche voilà, très décontractée. Et en fait, voilà, c'est impressionnant sur tout ce que tu arrives à condenser là-dedans. Voilà, moi, je voulais juste savoir, du coup, sur les conditions de production de ce truc. Est-ce que c'est, par exemple, quelque chose que tu as écrit d'un coup, comme ça a jailli en mode en une nuit, voilà, c'était en mode illumination, paf, j'ai la vision, 19, Covid, comment vivre décemment, en mode j'ai une transe créative de transformation, ou est-ce que c'est carrément une synthèse qui t'a mis que tu matures avec des notes depuis plusieurs années et que tu t'es dit, allez, je fais ce petit Reader Digest de tout ce que je mâchonne, je mâchouille, etc., tout ce que je mastique et je transforme ce temps en un petit chef-d'œuvre qui devrait être, Thierry, là, c'est ce qui manque dans le bouquin, la question du copyleft, la question de la diffusion, la question de la pédification, la question de la propulsion des idées. Est-ce qu'il est en libre accès aussi, deuxièmement. Donc voilà, Alors, je te j'ai laisse. j'ai gardé les droits, c'est-à-dire qu'effectivement, d'ailleurs, je vous ai, à beaucoup d'entre vous, hein, j'ai aussi envoyé, mais juste à la fin de l'écriture, le PDF, hein. Alors, par rapport à ta question, c'est la première option, une transe. C'est pour ça que tu n'étais pas là au début et je le vois, mais tu l'as deviné. Effectivement, enfin, c'est sorti globalement en une nuit. Je ne pouvais pas m'arrêter d'écrire et je sais pas, enfin, bon, il y a une conjonction de circonstances, mais je comptais dans ce confinement, le premier confinement, écrire Un monde sans argent 2. Et puis d'un coup, ce truc est arrivé et voilà, c'est effectivement sorti comme ça. Après, j'ai un peu rempli et fignolé, mais ça s'est fait comme ça. En tout cas,
enfin, je suis vraiment ravi de ton enthousiasme qui est contagieux. Et tu mets le doigt aussi sur la partie sur la justice. C'est vrai que je connais pas bien, mais je suis très séduit par la justice restauratrice, qui a été notamment aussi étudiée par Jacques Lecomte, mais qui vise finalement à recréer des liens entre les victimes et les agresseurs ou les agresseuses, si ça se dit, plutôt que de les séparer. Parce qu'au final, notre justice actuelle donne très peu de satisfaction, en fait. Et dans les témoignages des victimes, ce qui ressort très régulièrement, c'est il m'a pas parlé, il m'a pas regardé, il s'est même pas excusé. Et finalement, ça va bien au-delà que de la peine pénale, euh, et pas de la peine émotionnelle. Donc c'est vrai que et puis il y a des expériences quand même, hein, carcérales qui sont ouvertes, notamment une prison en Corse qui existe depuis des décennies, hein, et qui marche très bien en termes de réintégration, où les prisonniers sont libres dans certains espaces. Oui, juste pour rebondir sur ça, en effet, moi j'ai découvert très récemment avec le bouquin de Gwenola Recondo pour Elle toute, un livre justement contre la prison sur les fermes en prison, et elle esquisse justement les trois modèles qui sont la justice réparatrice, la justice restaurative et la troisième, c'est la justice transformatrice. Et donc je pense il me semble qu'il faut aller un peu plus du côté de la justice transformatrice qui d'ailleurs a été développée par Ruth Maurice dans les années 2000 en s'inspirant. Elle n'a pas inventé, elle s'est inspirée des pratiques de peuples autochtones en fait au Canada et en Nouvelle-Zélande. Et là-dessus, véritablement, il s'agit, comme tu le disais, et c'est lié avec les autres chapitres, parce que tout est lié, tout est intriqué c'est pas parce qu'il y a une synthèse qui s'appelle santé. Santé renvoie à éducation, santé renvoie à nourriture, la justice renvoie à abolitionnisme pénal, et du coup aussi à communauté, du coup à démocratie, démocratie véritable, démocratie directe, démocratie vivante. Et que ouais, je vais mettre peut-être dans le chat le lien vers un petit blog où il y a des émissions aussi véritablement, mais là-dessus, il y a vraiment tout un champ à découvrir sur la question de la justice transformatrice, puisqu'il s'agit véritablement aussi de savoir comment on règle les conflits dans les communautés sans faisant appel à des outils de l'abstraction de l'État et de la domination qui c'est potentiellement une police, puisqu'à un moment tu parles aussi d'un dévoiement d'un État policier qui va vers la force, qui va vers la violence, et que aussi intéressant quand tu réfléchis aussi, alors ton côté anarchiste, c'est que en effet, plus il y a de droits, plus il y a des règles, plus il y a de lois, moins il y a d'autorégulation, responsabilisation éthique. Alors là aussi, Alors, est-ce que tu as des sources là-dessus? Parce que du coup, c'est ah ben, abyssal. Étant donné que l'inflation législative dans tous les domaines, ça voudrait dire qu'accompagne aussi peut-être aussi une inflation du désordre et du détournement et du coup de l'économie mafieuse dans tous les cas, et que du coup aussi ça va avec quoi. Ça va avec. Est-ce que tu as des sources là-dessus? alors là, carrément, j'ai des sources. C'est parce que c'est mon domaine de recherche, la conscience juridique. Euh, alors, effectivement, hein, ce qui est montré dans les sciences juridiques, c'est que paradoxalement, au plus il y a de lois, au plus il y a de contentieux, et au plus il y a de procès, au plus il y a de problèmes. L'autre chose, c'est qu'au plus il y a de lois, au moins il y a de morale directe. C'est-à-dire, au moins il y a de réflexion éthique sur ma relation à l'autre. Alors, bon, moi, mon doctorat, il était justement sur deux contextes opposés sur le plan réglementaire. Le contexte sportif fédéral, donc très structuré, compétitif, et le contexte sportif auto-organisé, sport de rue. Et je retrouve exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser dans les croyances, les sportifs de club ont une morale inférieure. Alors on pourrait parler des différentes théories, mais inférieure aux sportifs de rue. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'ensuite j'ai fait passer des questionnaires sur les croyances, c'est l'inverse. On pense que la rue, c'est l'anomie, c'est l'absence de règles, c'est la violence, c'est la guerre, etc. Et les pratiquants eux-mêmes l'ont intégré. Par contre, les sportifs de club pensent que leur pratique est très bonne sur le plan moral. Pourtant, quand ils parlent de leurs actions ou quand ils les font,
c'est forcément, enfin bon, là on pourrait en parler très longtemps, mais c'est souvent immoral. Je peux aussi parler d'une recherche qui avait été faite et qui m'avait marqué aux Pays-Bas, dans un village où ils avaient sur 6 mois enlevé tous les panneaux de circulation. Là, on pourrait se dire, oh là là, le carton. Et non, parce que au lieu de lire 50 et de me mettre à 50, je suis obligé de m'ouvrir aux autres et pas qu'à un panneau. Donc, si je vois une école, forcément, je ralentis et ainsi. Bon, alors, sauf si je suis un psychopathe ou quoi, une minorité, mais voilà. Donc, ce qui avait été marquant, c'était qu'il y a eu beaucoup moins d'incivilité pendant l'absence de panneaux qu'en présence des panneaux et beaucoup moins aussi d'accidents de manière significative. Alors, bon, tout ça, ça fait réfléchir, mais comme je l'ai dit quasiment à la fin de la présentation, malheureusement, les recherches et les résultats en sciences humaines et sociales ne pénètrent pas du tout la société civile. En fait, j'ai presque envie, des fois, j'ai l'impression qu'on nous paye pour rien. Mais merci bien. Et je veux bien, Florence, tes références sur la justice transformative et tout ça. Par rapport à la multiplication des lois aussi, c'est le problème qu'il y a tellement de lois qu'on n'est plus capable de les connaître. On est censé ne pas ignorer la loi, mais là, elle est tellement complexe qu'on ne peut juste plus y arriver. Donc, on est un peu perdu et on finit par pas la suivre. Et Non, là, mais on revient effectivement aux questions de responsabilité. Ouais. ça prouve bien que on est. Oui, ce que je voulais dire, c'est du début, quand tu dis est-ce que l'espèce humaine est altruiste ou n'est pas, contre Adam Smith qui disait l'individu est égoïste, j'ai le sentiment que c'est et l'un et l'autre, ou ni l'un ni l'autre. C'est qu'on est véritablement des moments liés à l'environnement, à l'histoire, à l'imaginaire, dont tu développes pas mal des possibilités là. Et j'ai le sentiment dans la discussion qu'on a maintenant que l'important vraiment, c'est le regard qu'on peut poser sur soi en fonction des regards que l'on a déjà posés sur nous-mêmes. C'est-à-dire, on a vraiment besoin d'avoir de l'estime pour soi. Et si l'environnement, les autres nous laissent la possibilité d'avoir de l'estime pour nous-mêmes, on n'a absolument pas besoin d'une éthique, des lois, etc. Et je voulais juste rappeler quelque chose dont j'avais peut-être déjà parlé, mais il y a assez longtemps, quand le football est arrivé mondialement, partout en Afrique et même dans les villages. Et les gamins ont organisé un match de football. Et quand quelqu'un de l'équipe A mettait un but dans les cages de l'équipe B, il passait dans l'équipe B. Ce qui fait qu'à la fin de la rencontre, tout le monde avait été dans l'équipe qui gagnait et dans l'équipe qui perdait. Il n'y avait pas, c'était une somme à gagnant-gagnant. Tout le monde avait éprouvé tout le monde. Et ça, c'est le plus grand respect que l'on peut faire à l'être humain. Ah, merci Nancy. Ouais. Mais c'est vraiment cette logique de recomposition des équipes et des groupes que j'ai retrouvée dans les sports de rue, en fait, dans les sports auto-organisés. Mm. Ça tourne énormément et en fait, effectivement, à la fin des parties, on ne sait plus qui a gagné, qui a perdu. En fait, les gens sont là pour s'amuser. Et le but, c'est de s'organiser pour qu'il y ait le plus de plaisir possible. Et ce qui est intéressant aussi dans ces sports-là, c'est qu'on est plus sur de l'équité que de l'égalité des règles. C'est-à-dire qu'on adapte les règles aussi aux caractéristiques de chacun et de chacune, enfin surtout de chacun, parce que pour le coup, là, j'avais pas de filles dans les participants de sport de rue. Mais après, ça rejoint ce que tu dis juste avant, par rapport à soi et le regard qu'on a sur soi. Bon, là, ouais, je voulais en parler, mais ça rejoint ce que tu avais vraiment magnifiquement proposé au LAPCOS quand on parlait de l'intitulé de nos axes. Et l'axe 3 s'est nommé jugement, valeur et discrimination. Et tu avais évoqué que fait-on du non-jugement.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évaluation, qu'il n'y a pas de ressenti, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de bien, de mal, d'une note, etc. Et ça, c'est peut-être effectivement aussi quelque chose de passionnant. Et ouais, par rapport à Adam Smith, en fait, il a écrit aussi quelque chose qui est un peu moins connu sur les sentiments moraux quand même. Donc il y avait toujours quand même une éthique qui relatait, mais effectivement, comme tu dis, hein, on est certainement ambivalent dans nos réactions. Mais voilà, je pars de l'idée que le vivant ou la vie cherche toujours à gagner, à s'épanouir, on va dire sainement, voilà, jusqu'à, bon, j'en ai pas parlé, mais jusqu'à la biologie, hein, où lorsque les circonstances ne le permettent pas, un organisme unicellulaire peut s'unir à un autre pour vivre et puis ensuite se reséparer lorsque les circonstances le permettent. Donc c'est vrai que je m'appuyais surtout sur ça. Je, je crois qu'il y a des gens qui lèvent la main et tout ça, mais je vois pas forcément, où il y a plein de questions dans Par le rapport chat. à ce que Je tu ne sais viens de pas dire, comment m'organiser. je suis en train de Est-ce lire que je peux me Bergson et... permettre, est-ce Pardon. que je peux me permettre d'intervenir? J'avais levé la main il y a un certain temps Ah et je oui, vois Eric, il que, y a Véronique, Solange et Véronique. voilà. Donc, merci Thierry pour ton intervention. Je comprends pourquoi nous avons été si en phase dans le travail commun. Et bon, ton type d'écriture, là, j'aime bien, donc te libérer donc de l'académisme, une écriture libre. Tu as cité Armut Rosa pour ses travaux sur l'accélération, mais comme tu as beaucoup parlé de retisser du lien, il y a toute sa sociologie de la résonance que tu Ouais, sur la connais résonance, ouais. certainement. Et puis, tu as parlé d'enchevêtrement et d'éducation. Il y a les travaux d'Ingold. Bon, on retrouve bien cette notion d'enchevêtrement. Et un de ses ouvrages moins connus que j'ai découvert récemment et que je trouve extraordinaire, qui est complètement dans le thème, c'est Anthropologie et éducation. Puis sur le vivant, il y a Morisot Baptiste Morisot, qui est connu pour son livre sur la piste animale. Et puis un de ses ouvrages moins connus, Manière d'être vivant, enquête sur la vie à travers nous. Sur l'empathie, il y a le collectif d'Alain Berthaud, ce que j'ai trouvé moi très, très intéressant. Et le principe d'intégration que j'ai fait bien, bon, avec tous les travaux de Bilter, son ouvrage Un paradigme d'intégration. Donc tout le long, je sens des thématiques très, très communes. Tu as parlé de la reliance et tu as dit que c'était Edgar Morin. Donc Morin et Maffesoli l'ont beaucoup utilisé. Ouais. Et en tant que Belge, bon, c'est un sociologue belge qui a développé cette notion-là. C'est Marcel Boldebal, un sociologue de l'Université de Bruxelles. Ça a été son thème de recherche pendant plusieurs décennies, avec 2 gros volumes, Voyage au cœur des sciences humaines, de la reliance. Par rapport à ton écriture au début, ça m'a fait penser, donc, puisqu'on a parlé plusieurs fois d'Edgar Morin, de son premier chapitre sur la méthode. Et en fait, il était en transe, il explique bien qu'il était en transe. Et dans son premier chapitre, il y a déjà les 6 volumes de la méthode qu'il a écrit sur 20 ans qui sont contenus dans ce premier chapitre. Toujours Morin, donc quand tu parles de la difficulté donc de Descartes où on sépare et puis du holisme, mais Morin reprend souvent des pensées de Pascal où il est nécessaire de passer des parties au tout et constamment. Et donc il y a une formule, je ne sais plus qu'il a écrit, mais que j'aime bien, où on peut faire les deux, distinguer sans séparer, réunir sans confondre. Par rapport donc à le grand enjeu, l'éducation, c'est les travaux de prospective. J'avais travaillé là-dessus de Thierry Gaudin, donc qui a fait, il y a 25 ans, une prospective sur un siècle, c'est Récit du procès un siècle. Et donc, il explique tout ce qu'on vit dans la séparation. Et la principale séparation, celle entre théorie et pratique. Et il a sorti un livre récemment, L'impératif du vivant. Et donc, pour lui, c'est le plus grand enjeu, l'éducation. Et donc, j'en arrive là à mon questionnement. Donc, sur le constat, ben, je viens de montrer, nous sommes complètement d'accord. Le problème, c'est la mise en œuvre. Donc, prévention et éducation, ça semble pas être vraiment à l'ordre du jour. Les moyens qu'on a au niveau de l'éducation, ben, on voit ce que ça donne. Et donc, moi, j'ai tendance à penser, c'est le choix que j'ai fait, que la véritable transformation, à travers ces multiples crises, ça ne peut venir que de l'intérieur. Et finalement, choisir peut-être d'avoir une influence sur des petits cercles. Ce serait bien qu'il y ait peut-être quelque chose de collectif, mais pour l'instant, je ne le vois pas arriver. Voilà un peu mon questionnement, parce que tout ça, on est d'accord, mais comment on peut le mettre en œuvre? C'est ça. Merci Thierry. Ouais. Bon, merci bien, Eric. C'est
très riche. Là, je peux pas tout reprendre, toutes les références, je m'en souviens pas, mais je veux bien qu'on en reparle. En tout cas, Je pourrais t'envoyer ça. en tout cas, tu mentionnais effectivement le livre réponse d'Hartmut Rosa à sa problématique de l'accélération. La résonance, voilà, c'est aussi un terme physique et ça, j'aime bien comme tout se répond. Et après, sur la mise en pratique, effectivement, euh, les, euh, ce qu'on peut constater en fait hein, sur les transformations, c'est que il y a les gens qui se transforment effectivement individuellement via le développement personnel. Et là, il y a pas mal de livres hein, sur ça. Se changer, changer le monde, je crois en 2012-2013, coordonné par Kotsu, hein, avec Kabat-Zinn, Christophe André, je pense qu'il y a Rabi, Mathieu Ricard, etc. Mais il y a aussi Heger en 2015 qui se guérir et guérir les autres, qui aussi avance cette idée-là. Donc, se transformer de l'intérieur pour avoir des impacts autour de nous. Et puis après, l'autre constat qu'on peut faire, c'est que les révolutions sociales, elles se font localement, hein. C'est-à-dire l'existence de communautés ou de petits groupes qui s'organisent, qui s'auto-organisent pour créer leur petit monde. Mais c'est très compliqué. Hein. Pour y avoir baladé, de se défaire de tous les enjeux, c'est très compliqué. Il y en a même qui sont dans des paradoxes, mais extraordinaires, hein, où ils sont financés par les mêmes qui critiquent. Hein. Donc, et structurellement, alors là, je ne vois pas de solution. C'est-à-dire que les structures sont trop fortes, les médias sont trop forts, les forces sont trop fortes, les forces physiques sont trop fortes. Je ne sais pas si la structure peut se modifier, je ne sais pas. Et même en résistant ou en la combattant, j'ai l'impression qu'elle se renforce pour revenir encore à une loi physique ou à une loi peut-être comme tu pratiques dans le Tai Chi Chuan. Merci beaucoup, Eric. Je crois il y a Véronique Rowe hein, et peut-être après Solange et Véronique Mondin. Oui, justement, en écho avec ce dont vous parlez, est-ce que vous connaissez les phénomènes d'éco-villages qui se mettent en place un peu partout en France? Oui, enfin, c'est des habitations participatives ou partagées. Bon, ça peut avoir le nom d'éco-village, écolieu, hein, effectivement. Hein, je ne sais pas si vous voulez nous en dire plus, partager plus, mais chaque communauté, finalement, met son état d'esprit et donc les règles qu'elle souhaite. Je ne sais pas si après, il y a des permanences dans les éco-villages, comme les oasis ou comme… voilà. Oui, après, le principe de base, c'est d'avoir une vie autonome en alimentation, en énergétique, au niveau des besoins. Après, c'est vrai que ce qui manque le plus au sein des éco-villages, c'est justement une écologie intérieure. Oui, c'est ce que, en fait, j'ai souvent été surpris, en fait, en me baladant, en allant visiter des communautés. Je croyais, en fait, naïvement, rencontrer des petits Bouddhas super contents et je rencontrais les mêmes problématiques qu'il y a dans la société globale. Et pour l'instant, j'en suis revenu. Et je me suis jamais trouvé vraiment en phase, au final. Si vous avez des pistes, je les suis. Après, au niveau des pistes, disons que j'ai un peu cette idée-là sur le long terme d'intégrer ou pourquoi pas de créer un éco-village, mais ça reste assez délicat, voilà, étant donné le contexte, les états d'esprit, si on peut dire. Voilà, en gros. Alors, je crois, attends, Florence, je pense qu'il y avait Solange qui souhaitait… Je peux répondre à Véro, mais je prendrai pour donner des infos. D'accord. Solange? Ouais, je tenais à te remercier, Thierry, pour ta présentation politiquement incorrecte et scientifiquement extrêmement riche.
Et je voulais dire à quel point j'avais été sensible à tes propos, notamment sur la réflexion qui est la tienne d'une approche intégrative de la santé, que moi je qualifierais en mes termes d'une approche systémique de la santé dans ma réflexion sur le développement de l'activité humaine tout au long de la vie. Et j'ai mis dans le chat la référence d'un ouvrage que tu connais peut-être, qui s'intitule Les maladies de l'homme normal, qui est écrit, qui est un petit précis philosophique écrit par Guillaume Leblanc, qui est un spécialiste de Georges Canguilhem, pour, euh, pour t'éclairer aussi sur le fait que il y a dans la philosophie du vivant, auquel tu te réfères aussi dans ta réflexion, à travers les travaux notamment de Georges Canguilhem, mais aussi des travaux beaucoup plus anciens et philosophiques chez Spinoza notamment, matière à réfléchir vraiment sur un concept que moi qui m'est cher, mais qui peut-être est transversal à ce que tu essayes aussi de réfléchir, c'est le pouvoir d'agir ou l'impuissance à agir dans nos sociétés, de l'humain et du rapport avec la santé. Et justement, les maladies de l'homme normal, c'est un jeu de mots avec ce qui est normal et ce qui est pathologique chez Georges Canguilhem, à savoir que les normes nous enferment et nous entravent nos libertés à être nous-mêmes normatifs et donc à assumer cette liberté de choisir un mode de vie, un mode d'être qui renvoie à une autre définition de la santé que celle effectivement dont tu pointes les limites. C'est une définition, on va dire, médicale de la santé ou bien qui confère à la santé un statut d'état. Voilà, et pas de processus. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure dans ma présentation en début d'après-midi au laboratoire, mais c'est là qu'on a une difficulté à se comprendre entre les psychologies, on va dire, au sens large, et les philosophies du sujet autour des questions de la santé, me semble-t-il, notamment sur la place du social. Euh, nous sommes des êtres sociaux, mais dans certaines perspectives, le social est un risque, hein. Voilà, et qui conduit aux politiques à isoler les gens, notamment dans leur rapport au travail, face aux difficultés, face à des normes qui les contraignent dans des environnements de vie et de travail qui finalement sont incapacitants. Et je trouve qu'il y aurait matière à continuer notre échange tous les deux sur ça, puisque moi, là, j'ai fait mon HDR sur la question du pouvoir d'agir, de la santé, des environnements capacitants ou incapacitants de vie et de travail. Et il me semble qu'il y a autour de ces questions d'éducation et de formation, puisque là, moi, je suis sur ce champ-là, moyen de repenser aussi tous les points que tu as évoqués comme étant critiques et critiquables sur ces modèles d'éducation, une école qui reproduit des modèles normatifs, la force destructrice de la question de l'évaluation et de la comparaison sociale à l'école. Bon, tous ces éléments-là amènent à repenser une théorie du sujet dans son rapport à la santé, à la normativité dans la société qui en fait un homme malade. Voilà. Et j'aimerais pouvoir, si tu me l'autorises, échanger en off avec toi là-dessus, parce que dans le laboratoire, j'ai bien du mal à trouver des collègues qui, en dehors de leur modèle d'approche des psychologies, s'ouvrent à une vision philosophique de ces questions-là. Moi qui ne suis pas psychologue, je mets les pieds là dans un univers où je bouscule un peu les éléments, les modèles, et je vois que ça coince un peu, et je me dis que c'est avec les anthropologues ou avec les philosophes qu'il faudrait que je réfléchisse un peu plus. Et je me dis qu'à travers la présentation que tu as fait là, il y a peut-être matière à réfléchir à ce que c'est que être en santé dans une société de l'homme moderne qui est un homme malade. Et j'aimerais bien qu'on continue à réfléchir là-dessus, Avec si tu veux plaisir, bien. ouais, ouais. Parce qu'à chaque Merci fois beaucoup. qu'on échange, de toute façon, on voit qu'il y a des ponts, toutes tes recherches là sur les situations que tu nommes capacitantes ou incapacitantes, ça m'intéresse aussi. Et effectivement, de faire bouger les lignes, c'est assez intéressant. Et pour certains ou certaines, c'est pas évident hein, ouais, quand on a un paradigme sur lequel on a beaucoup travaillé, d'en sortir ou de le remettre en question. Et moi, je trouve ça. Je suis très frustré quand ça arrive parce que
la psychologie, enfin bon, elle vient de base philosophique. Et puis, quand tu parles de santé, c'est dommage aussi dans le sens où cette vision systémique dont tu parles, ou holistique, hein, peu importe le terme, elle est dans la définition de l'OMS depuis 1946. Santé, c'est bien-être mental, social, physique. Bon. Et pour l'instant, on n'a pas. Oui, moi, si je peux intervenir. Ah, on prendra, on se verra, parfait. ouais. Non, non, va avec qui? Il y a quelqu'un avant moi? Il y avait Véronique Mondin. Oui, Véronique, très bien. Oui, bonsoir Thierry. Est-ce que tu me permets de ne pas mettre la caméra parce qu'un des grands avantages de suivre ces conférences, c'est qu'on peut sortir du bain en ayant La caméra. Non, mais mets la caméra alors du coup. Non. Mais écoute, d'abord, vraiment merci parce que c'est absolument passionnant et c'est vrai que je me permets de dire que tu reprends des tas de choses qui me sont très, voilà, que je partage énormément parce que pour moi, cette épidémie de Covid, c'est aussi quelque chose qui est une espèce de répétition générale et on pourrait avoir une réflexion sur notre prochaine aventure humaine avec le réchauffement climatique et peut-être que la Covid aurait pu nous faire réfléchir un petit peu plus profondément à comment ne pas retrouver nos mauvais penchants d'avant. Et je voudrais juste revenir sur deux mots que tu as donnés, donc l'intrication, parce que l'intrication, finalement, c'est un peu ce qu'on appelle maintenant aussi en médecine, c'est le santé unique, le One Health, hein, c'est-à-dire bien se rendre compte que tout le vivant est interconnecté et qu'on dépend tous les uns des autres, végétaux, animaux et humains, bien évidemment. Et l'autre terme que tu as utilisé, donc c'est bien sûr l'intégration. Et tu sais que on parle beaucoup avec notamment Nancy et Alice qui sont là de médecine intégrative et j'entends aussi pas mal de personnes évoquer ce concept qui est, je pense, une des réponses effectivement quand même à s'installer avec notamment les mots du multidisciplinarité ou de transversalité qui sont vraiment importants. Et moi, je voulais quand même aussi insister un peu sur ce que tu as donné comme notion de la démocratie, parce que je trouve qu'ici, on est vraiment en peine par rapport à cette démocratie. Et après, tu as dit que les sciences sociales ne touchent pas les élus. Alors moi, je Ne voulais touche pas les. les élus, en fait, ne touchent pas, vous avez l'impression d'être payé pour ne rien faire, ou quelque chose comme ça. Et je me suis posé la question avec les autres personnes que je ne connais pas bien, mais visiblement Florence et la dame qui vient de parler sur finalement comment se fait-il qu'il y a ce gap entre, on va dire, les scientifiques, médecins y compris, hein, et ce qui se passe au niveau politique. Alors, avec Nancy et avec Alice, on a essayé d'apporter partiellement des réponses en faisant des liens entre beaucoup de structures, notamment l'Observatoire des médecines non conventionnelles, le LAPCOS, le COSOCO, à nouveau, tu sais, le niveau dans lequel tu es aussi, l'OTK. Enfin, le but, c'est de fédérer les scientifiques pour arriver à faire une véritable force et pourquoi pas une espèce de lobby scientifique qui irait plus s'exposer, parce qu'on reste dans notre entre-soi de scientifique. On ne va pas non plus totalement chercher la lisibilité et on ne va pas non plus trop frapper à la porte des politiques. Mais de temps en temps, il peut y avoir des politiques qui peuvent avoir une oreille attentive et on ne sait jamais, en tout cas on ne risque rien à essayer de faire une espèce de lobbying scientifique pour aller porter ses idées. Alors voilà, moi c'est un petit peu ce que je vous propose, c'est-à-dire se dire, ben là, on a de plus en plus de liens les uns avec les autres et on partage totalement les mêmes idées. Peut-être que c'est le moment d'aller bien s'exposer, parler de tout ça, convaincre et essayer d'en faire quelque chose de pratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. D'ailleurs, Véronique, avec Eric, vraiment, je suis impressionné, je vous l'avais dit, hein, par la dynamique justement de trait d'union que vous essayez de faire entre les collectivités territoriales notamment et la science, comme l'organisation de l'événement de l'année dernière, non, il y a 2 ans, sur la coulée verte. Et après, effectivement, ce serait peut-être une réflexion à avoir entre nous et voir à quelle échelle et vers quelle personne peut-être se tourner pour mettre en place localement peut-être un village, une petite mairie qui serait susceptible d'accueillir des transformations comme on l'évoque ensemble. En tout cas, peut-être qu'on pourrait, c'est vrai, poursuivre aussi nos échanges dans ce sens-là pour concrétiser
une action. Voilà, moi, c'est ce que je vous propose. Alors, on va voir un peu la façon dont on peut faire ça, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut tous apporter dans ce mouvement, dans cette dynamique. Je dis, il y a quelques personnes qui me paraissent avoir une écoute et une sensibilité qui se rapprochent de nos idées toutes récentes au niveau justement politique, que j'ai juste eu l'occasion de rencontrer parce que je Ah, tu as recoupé ton micro, Véronique. Tu es tombée dans la baignoire. profiter pour Pardon. mettre des jalons. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Ouais. Ouais, je trouve vraiment, ce serait vraiment chouette qu'on profite à la fois de la période, peut-être de notre élan, de notre enthousiasme pour, concrétiser, heu, ces, ces envies en fait, hein, tout simplement. Ouais, 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 tout à fait. Voilà. Ce serait peut-être chouette, Nancy, d'organiser vraiment une, une, heu, une réunion informelle pour faire ça. Oui, on pourrait même organiser ce que Arnaud avait organisé au mois de juin, il y a 4 ans ou 5 ans, en 2015, je crois, sur les techniques de conscience du corps. Et on pourrait organiser sur ce sujet voilà. Mais alors, ce que je voulais demander, c'était à Solange, si tu avais du temps pour faire une conférence sur le Kosoko, le côté pédagogique, éducatif étant un peu faible pour l'instant, éducation et santé n'ayant pas été traités, donc ça c'est bien. Par ailleurs, je voudrais dire que on ne peut pas dire que les sciences humaines, il y a un gap avec les politiques, parce qu'ils sont très très capables d'utiliser, comme le fait par exemple notre président, ça a un nom, c'est-à-dire des mots émotionnellement qui déclenchent des comportements. Ça s'appelle des nudges ou je sais pas quoi. Des nudges. Alors, euh, donc là maintenant, on est réduit au rôle de cobaye réactif. Et puis, je veux dire que la psychanalyse, quand on a parlé de la projection, mettre une belle femme devant une voiture pour faire vendre la voiture, c'est la psychanalyse qui a amené ça. Lorsque on sait comment, en communication, perdre quelqu'un et solliciter un mouvement d'angoisse, ne serait-ce qu'en prenant des modèles pour la pornographie chic, c'est-à-dire on prend des modèles d'hommes qui sont féminins et de femmes qui sont masculines, on les arrange pour que la personne en face ait cette espèce d'angoisse de ne pas savoir à qui elle a affaire. Et à ce moment-là, ça développe la compulsion de achat, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les politiques, pour ceux qui nous gouvernent pour l'instant, ils sont, comme tu le dis, dans une classe sociale particulière. Et quand on va faire un examen, les enfants vont vite savoir de quelle classe sociale à laquelle ils appartiennent. Et ils ont tout à fait intérêt à ce que des gens ne votent pas, à ce que des gens soient soumis, à ce que des gens croient à ce qu'on entend. Et donc, ils développent des types de discours qui sont très, très bien évalués. Ils ne sont absolument pas naïfs. Ils sont incultes pour certains, mais pas naïfs. Ouais, ouais, tu fais référence à l'utilisation et à la transformation, enfin l'utilisation, la sélection, je pourrais dire, Oui, oui, des connaissances en sciences humaines et sociales qui vont oui, servir le système. oui. Quand tu vois que la plupart des politiques ont une tendance à être des pervers narcissiques, ils connaissent bien ça. Hein, mais il ne s'agit pas qu'on dénonce ni qu'on explique comment fonctionne un pervers narcissique. Voilà. Alors pour te Alors, répondre, Nancy, à ta proposition, puisque je suis aussi dans le champ de l'éducation et de la formation et que je viens de soutenir mon HDR sur Super, ces bravo. questions de pouvoir d'agir et de santé dans le rapport à l'apprentissage tout au long de la vie et au rapport que l'on peut avoir dans son travail, je suis en capacité de te répondre oui maintenant, puisque je crois Merci. avoir mieux compris ce que je pouvais apporter comme réflexion sur ce point à un public qui s'intéresse aussi à ce couplage, apprendre, se former dans un rapport au travail qui reste un rapport épanouissant
où on peut se développer et ne pas y laisser sa santé. Donc oui, je te réponds positivement, bien sûr, maintenant que je m'en Super. sens plus capable. On va échanger. Et je voulais dire à tous les auditeurs que lorsqu'ils ont un projet pour parler, d'être praticien chercheur. Chercheur, ça ne veut pas dire être à l'université, c'est se poser des questions sur sa pratique. Vous êtes bienvenus pour faire une conférence sur ce pose. Et Florence, je t'attends toujours. Florence, c'est notre fée qui met le site en ligne et qui nous sauve toutes les années de mon incurie. Non, mais Laurence, tu voulais intervenir de nouveau? non, oui, non, c'était juste pour dire, parce qu'hier, on avait un petit échange avec aussi un groupe de lecture d'un courant critique radical de la dissociation valeur, un courant critique qui pense avec le marxisme et au-delà de Marx. Et vraiment, il y a une théoricienne qui s'appelle Roswitha Scholz et qui donc contemporaine, hein, et qui donc propose véritablement de réhabiliter la raison sensible contre la raison instrumentale. C'est-à-dire que toute chose, toute technologie, voilà, c'est le potentiel pharmacone. C'est-à-dire que dans tout, et c'est ce qui fait qu'on est des êtres doués, bon, de liberté aussi et d'éthique, c'est que tout peut être pris dans son sens et son contraire. Donc en effet, une connaissance en sens social, utilisée dans une perspective de raison instrumentale à vocation de domestication, de domination, voire même d'exploitation ou d'extermination, confère aussi l'usage de la science quand il s'agit de valider, de légitimer la mise en esclavage des personnes non blanches. Voilà, oh, petit cerveau, petit truc, ben, pareil, les femmes. Voilà, donc taille du cerveau, le poids du cerveau des femmes, etc. On connaît ça, la question du neurosexisme. Et donc, évidemment, donc là-dessus, quand ouais, Baptiste Morisot, ça a été cité de quelqu'un, dit qu'on vit aussi une crise de la sensibilité, c'est bien ça. Il y en a aussi qui disent qu'on vit un effondrement esthétique, la question de la perception des sensations, de se relier, de se reconnecter. Et donc là, j'en viens maintenant pour rediscuter avec ce qu'avait souligné la Véro sur les éco-villages. Bon, je ne connais pas trop bien non plus, mais évidemment, il y a un mouvement. Et là, je suis en fait depuis 6 mois dans un collectif dans lequel nous allons organiser fin mai, ça va arriver, écoutez bien ça, les premiers états généraux de la société écologique post-urbaine. Il s'agit d'avoir aussi une critique de, quand on parle des structures, ça c'est pas véritablement exposé dans ton bouquin, mais tu ne pouvais pas tout faire non plus. La question de l'urbanisation, la question de la métropolisation, la question de justement ce moment de peut-être d'une accumulation préventive, un nouveau cycle qui vise à l'artificialisation, vous savez, des sols et aussi ces centres urbains qui sont hyper énergétiquement voraces, et aussi le mode de socialité, parce que l'urbain, ce n'est pas qu'un contenant spatial, ce n'est pas qu'un aménagement, c'est aussi un mode de vie. C'est comme tu l'as dit à travers la question du logement, c'est plus de l'habitat dans le sens de habiter. Habiter, c'est très fort. Se loger n'est pas habiter. Voilà, héberger n'est pas habité. Donc là, il y a une puissance aussi dans la question de habiter la terre. Habiter d'abord son corps, habiter la terre, et voilà. Et donc, en lien avec les autres, donc voilà. Donc là, je mets dans le chat, je vous mets le petit site internet, BIM, qui a été fait pour annoncer ces premiers états généraux de la société écologique post-urbaine. Il s'agit véritablement de réfléchir sur la question, voilà, d'un autre mode d'habiter la terre, et d'une autre forme d'organisation sociale qui promeut, comme tu l'as dit aussi, le terme c'est autonomie. Et autonomie n'est pas autarcie. Autonomie n'est pas forcément autarcie énergétique, non plus énergétique ou alimentaire. Il ne s'agit pas de produire totalement, de se couper du monde et d'être 100% autarcique ou indépendant. Autonomie, comme le dit celle qui vient de publier le bouquin L'Exode urbain pour une ruralité créative et positive, c'est aussi l'entraide. C'est aussi penser le réseau. C'est aussi penser les complémentarités, les synergies. Et donc, il s'agit aussi véritablement de réinventer des modèles de cohabitation. Et là, je vais citer Donna Haraway, qui est aussi une épistémologue féministe incroyable, qui parle
Making Kin. Donc, elle parle de Cthulhucène, de Capitalocène, d'Anthropocène. Et elle dit maintenant, il ne s'agit plus de faire des enfants non plus. On en voit une, hein. Elle est magnifique, hein. La gosse est sublime. Mais il s'agit aussi de faire des parents et d'inventer aussi des familles symboliques et de recréer quelque chose au-delà de la famille nucléaire, cohabitante, microscopique, dans son petit 2 pièces en ville, etc. Donc, il s'agit aussi véritablement de réinventer des solidarités au-delà des liens biologiques et des solidarités organiques. Donc, véritablement, c'est carrément un renversement. Alors, attention, hein, il s'agit de faire attention, je dis hashtag attention aware. Attention, non, mais attention, il y a aussi des pentes fascisantes. Attention au mouvement anti-civilisationnel, hein, avec retour à bougie et modèle sexiste de la répartition, de la division technique et sexiste des tâches, etc. Certainement pas. C'est un défi immense. Il s'agit, et enfin, je pense que, bon, tu ne le dis pas parce que tu ne veux pas dire trop de gros mots dans ton livre qui est déjà un gros pavé dans la mare. C'est quand même, là, on est voilà, en fin de cycle juste du capitalisme qui a juste trois siècles, quoi, hein, voilà. Donc, en effet, bon, il y a eu de l'esclavagisme, il y a eu du féodalisme. Il s'est inventé cette couche capitalisme, mais comme tout a un début, quand ça a un début, ça a une fin. Et donc, en effet, là, il s'agit de réinventer le modèle. La question, l'enjeu, comme tu dis, mais malheureusement, ça c'est avant la conclusion. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, s'il y a un effondrement du capitalisme, comme certains le disent, les effondristes, les collapsologues, etc., je ne suis pas forcément de ce côté-là, c'est qu'est-ce qu'il y aura après? Et si on ne se prépare pas de façon créative à créer des communautés solides, basées sur la raison sensible et je dirais même l'amour, ou avec en tout cas une ouverture, ça peut aussi, un capitalisme peut s'effondrer, un État peut s'effondrer, comme il en existe aussi beaucoup partout dans le monde, et peut-être remplacé par des modèles encore moins, j'ai envie de dire, dans une perspective de soins et de santé et de vivre ensemble. Donc, du coup, il faut absolument rebondir sur la perche lancée de la part de Madame Mondain, Véronique, depuis son bain, son jacuzzi, je ne sais pas quoi. Et donc, oui, s'organiser, parce que de toute façon, encore une fois, c'est pour ça que je participe, par exemple, aux premiers états généraux, il faut maximiser la visibilisation de contre-discours, de contre-récits, de contre-narration contestataire du modèle dominant. C'est en invoquant de nouveaux récits et en s'organisant qu'on va pouvoir aussi toucher d'autres personnes. Parce que si on ne s'organise pas, ça n'adviendra jamais. Ce n'est pas les masses médias, etc., qui vont faire le boulot. Donc, il faut faire absolument ça. Donc, en effet, le petit séminaire TCC, lors duquel je vous ai connu, d'ailleurs, vous, Nancy, Arnaud, etc., c'était en 2015, en juin 2015 à Nice. Et ben moi, voilà, je suis d'accord pour co-organiser, s'il faut faire un petit site ou un petit truc de près ou de loin, I will be there. Merci Florence. Mais je crois que là, on a beaucoup de ressources et d'énergie, hein, pour créer quelque chose et commencer quelque chose. Dans tout ce que tu dis, ça me fait penser au féminisme comme développé par Angela Davis, par exemple, que j'affectionne particulièrement, en plus de ses cheveux, hein, au niveau de ses idées. Et ce qui, finalement, se ramène encore à ce que j'ai essayé, hein, de décliner dans ce bouquin et dans cette présentation, c'est l'horizontalisation de nos relations, hein. Passer sur un mode de domination, un mode vertical, un mode descendant, à un mode interactionnel, à une citoyenneté, on va dire, plus durable, et puis pleine de son sens politique, et pas fataliste. Et par rapport à ce que tu dis, je souscris, mais alors pas scientifiquement, parce que je ne sais pas, à 100% que s'il y a un système qui s'effondre, il y en aura un autre derrière certainement, qui prendra des têtes différentes, mais qui auront exactement les mêmes mécanismes. Et par rapport à ça, c'est vrai que d'y faire face et d'aller contre, pour moi, je ne me sens pas et ça me semble difficile. Par contre, créer à côté et les court-circuiter, ça me motive beaucoup plus. Ça m'enthousiasme beaucoup plus. Et peut-être, voilà, choisir, peut-être on en parlera dans une prochaine réunion, mais choisir une échelle sociale, comment on peut, et à partir de là, comment on peut créer quelque chose, comme tu dis, autonome. Par rapport à ça, il y a une très belle conférence dans le Sommet de la Conscience là, qui vient de terminer il y a quelques jours sur les éco-constructions. Et le gars expliquait vraiment bien qu'il fallait vraiment réfléchir à quelles étaient nos priorités, parce que ça pouvait être, par exemple, avoir
une construction uniquement avec des matériaux naturels, qui soient des biodégradables, ou bien avoir une construction très moderne, mais qui fasse absolument zéro fuite pour économiser, être en complète autonomie, ou bien encore s'attacher au bilan carbone. Et donc, en fonction des intérêts qu'on mettait en premier, c'était pas du tout la même construction qu'on allait faire. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, quel crédit on allait utiliser pour faire cette construction? Est-ce qu'on prenait des crédits de l'armée ou des crédits de partage pour partager ensemble un espace, etc. Donc, je pense qu'on est dans une très grande complexité. Et faire des villages dont on a parlé tout à l'heure, c'est très complexe parce que c'est même plus une seule construction, c'est tout un village. Et donc, il faut vraiment réfléchir et mettre en commun toutes nos connaissances, toutes nos visions, nos choix aussi. Hein. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Et ça peut vraiment amener à des résultats complètement différents. Oui, Non, ça vaut- et juste dans une perspective, parce que là, je suis en train de lire un bouquin d'une Raquel Borghi, une prof, bon, elle est assez rigolote, on dirait, Décolonialité et privilèges. Et donc, l'enjeu vraiment aussi, c'est sur la question de ce qui s'appelle le concept de colonialité du savoir. Je pense que vous, en tant que résistant à l'intérieur de l'académie, il y a un énorme enjeu de désobéissance épistémologique. C'est énorme, et c'est ce que vous faites, surtout les résistants de l'intérieur, et elles aussi, elles le disent, vous êtes à la marginalité du centre, vous êtes dans l'épicentre évidemment de la production du savoir dominant, mais quand même dans cette marginalité. Et il y a quand même un rôle à jouer là-dedans. En tout cas, c'est hyper important, quoi. Mais c'est vrai, on en profite parce qu'on a maintenant des postes et plus rien à prouver. Et donc, si ce n'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera, quoi. Moi, je suis vraiment partant pour qu'on fasse une réunion COSOCO informelle et qu'on la fixe peut-être en mai, juin, je ne sais pas, quand on a le temps, Nancy et tout le monde, pour concrétiser et pour voir si c'est possible, si ce n'est pas possible, et comment on le fait. Est-ce que c'est complexe? C'est vrai que c'est un système complexe. Est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on va vers un monde sans argent et sans loi légale en tout cas, des règles qu'on construirait nous-mêmes. Et là, bon, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que Castoriadis, c'est quelqu'un aussi qui m'inspire un peu sur son auto-institutionnalisation permanente, c'est-à-dire cette recréation de règles à chaque étape de notre vie, enfin moi, ce qui me passionne et ce qui me rend pleinement vivant là pour le coup. Il y a de très belles initiatives qui se font un peu partout. Là, il y a en ce moment Alternativa qui est en train de créer une base à Nice, un lieu qui sera un lieu commun pour toutes les associations qui désirent se réunir, etc. Et je pense que l'important, c'est maintenant de fédérer effectivement toutes ces bonnes intentions, toutes ces différentes initiatives pour améliorer notre pouvoir d'agir. C'est vrai que si on liste déjà tous les gens qui sont dans les interactions, on est pas mal, l'air de rien. Il y a Synergie Transition 06 avec Jean-Noël, vraiment, peut-être qu'effectivement, on est peut-être mûr. Testons si on est mûr pour appliquer quelque chose. On pourrait donc s'organiser une journée d'études, une journée d'échange en juin. En mai, c'est Alain Percival, normalement, qui va faire quelque chose sur la recherche des entretiens et la qualité des entretiens et qu'est-ce qu'on peut en faire après pour le personnel soignant et les soins, des choses comme ça, je ne me souviens plus, mais normalement, c'est programmé. Et donc, en juin, une journée où on est plusieurs, c'est des tables rondes, des thèmes, ça serait très intéressant. Oui, on peut faire ça. Hein. Super. Peut-être que ça sera même sans vous. Ah, elle est d'accord, elle est d'accord. Oui. Solange, je crois que tu voulais intervenir de nouveau ou pas? Est-ce que j'ai... Non. Non. En tout cas, merci Nancy d'organiser toutes ces magnifiques conférences. Et merci Thierry, c'était vraiment très intéressant. Merci à tous et à toutes.
Ouais, merci Nancy. Vraiment, encore une fois, hein, le Kosoko n'existerait pas sans Nancy puisque tu l'as créé. Et Et la Florence, dynamique non et plus, hein. Florence. Et Florence. C'est Florence, la cheville ouvrière. Bon, les amis, peut-être ça va être le mot de la fin. Merci à votre présence, votre esprit, votre enthousiasme, le fait qu'on rebondit toujours pour faire quelque chose. Et d'accord, pour juin, on s'échange des mails, etc. Hein? Grand merci à tout le Merci. monde. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci, Ciao, à ciao, bonne bientôt. soirée. Alice, qu'est-ce que Oui. je fais maintenant? Comment j'arrête tout ça? Tu arrêtes l'enregistrement déjà. Et comment? Bah, Ah, tu as là-haut? arrêté l'enregistrement. Voilà, c'est bon. Voilà. Et maintenant, tu vas... Thierry, ça s'arrête plus.